De quoi allons-nous parler? Eh bien, aujourd'hui, on va d'abord voir un petit peu de façon générale ce que c'est que la démarche réseau. J'ai avec moi aussi, nous avons avec nous Catherine du réseau Harmony and Mobility Consulting et une autre personne qui est à Singapour. Donc, nous avons un réseau de coachs et de partenaires consultants en mobilité professionnelle qui sont basés dans plusieurs pays, Singapour, Manille, Londres également, et puis bien sûr Paris qui travaille avec nous. Première question, la question qu'on peut se poser, c'est au fond un réseau, pourquoi faire, ok? Parce que beaucoup de gens, notamment en France, se disent, bon, ben, réseau, c'est bien peut-être pour trouver un job quand on en cherche, c'est bien pour faire avancer sa carrière, mais ça reste un petit peu vague finalement, ou pour certaines personnes, un réseau, ben, c'est juste l'association d'anciens élèves de telle et telle école, n'est-ce pas, dont je suis diplômé, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Okay. D'autres personnes se disent oui, effectivement, c'est quelque chose qui est important, il faut y aller, il faut le faire, et ne savent pas très bien comment. Alors évidemment, c'est pour vous que nous avons construit ce projet, c'est justement de vous donner des trucs et astuces, mais au-delà, je dirais, des aspects un petit peu techniques, c'est vraiment de se dire, bon, quelle est la démarche? Et au fond, au lieu de s'en faire toute une montagne, eh bien, on se dit si c'est bien structuré, si c'est bien organisé, on se donne le temps, parce que évidemment, un réseau, c'est quelque chose qui prend du temps à construire. Okay, voilà. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas un sujet qu'on va couvrir en un seul webinaire de 1 heure. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va avancer sur vraiment la démarche d'ensemble. On va voir quelques-uns des conseils, je dirais, vraiment indispensables pour bien construire son réseau. Et puis, nous vous proposerons après aussi de nous rejoindre selon plusieurs formules que propose Asianoveo. Je vous développerai tout ça à la fin de cette session qui va durer donc environ 1 heure. Voilà. Alors, zoomons un petit peu sur 2-3 aspects. Premièrement, un réseau, ça sert à quoi? Donc, ça sert à accéder à ce qu'on appelle le marché caché. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui ont à un moment ou à un autre fait une transition dans leur carrière, vous avez sans doute entendu cette expression qui signifie qu'en fait, une grande partie des emplois disponibles ne sont pas visibles à travers les annonces ou les circuits classiques. Donc ce marché caché, ça signifie que c'est une personne qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne, qui va vous aiguiller vers l'emploi qui vous convient. Okay, et c'est important parce qu'au fond, il ne s'agit pas de trouver seulement juste un emploi, mais celui qui vous plaît vraiment, ou si vous êtes déjà en poste et que vous avez envie de changer, quelque chose qui va vous faire progresser. Et donc là, on a un aspect qualitatif qui est vraiment important. Okay. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des personnes qui vous aiguillent vers ces emplois qui vous correspondent le mieux sont aussi des gens qui vous connaissent, donc qui peuvent bien vous conseiller. Donc la deuxième partie, c'est la notion d'entraide et de partage d'expérience. Une des raisons d'être fondamentale du club Asianoveo, c'est justement de créer un réseau, et même un réseau de réseaux d'ailleurs, qui vous connecte à plusieurs réseaux, mais aussi de susciter cette entraide, ce partage d'expérience entre les membres du club, car en fait, c'est vous qui êtes le mieux à même d'aiguiller les gens vers telle ou telle possibilité, en Chine ou en Corée, ou pour le retour en France. Et puis, il y a un troisième aspect auquel on pense moins quand on parle de réseau, c'est l'aspect développer ses compétences. Alors, je reviendrai un petit peu plus largement dessus, mais c'est l'idée que, à travers un réseau va aussi échanger de l'information sur tel ou tel aspect professionnel, sur la situation dans tel métier. On peut parler de tendances, de tout un tas de choses comme ça. D'abord, vous savez bien que nous vivons dans le monde de l'infobésité où il y a trop d'informations. Il y a beaucoup d'informations partout, sur LinkedIn, sur Internet, etc. Et finalement, un réseau, c'est un groupe de gens et d'experts qui vont aussi vous aider à filtrer cette information et à lui donner du sens. Voilà un petit peu l'idée. Alors, est-ce qu'il faut s'en faire une montagne de ce réseau, ou bien finalement on peut se poser la question comment l'aborder, n'est-ce pas? Donc, une montagne, vous savez bien, la question c'est la stratégie pour la scalader. Donc, je vais découper ça en un certain nombre de questions qu'on pourra reprendre. Donc, quels sont vos objectifs? Quelle stratégie? Quelles sont vos cibles? Où est votre réseau? Quel est votre pitch? Ça résume un petit peu cette idée de par où commencer. Alors, déjà, il y a une chose qui souvent va freiner en fait la construction du réseau, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Okay, alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? C'est une expression que nous utilisons beaucoup en coaching. C'est effectivement des choses que nous croyons, des idées que nous nous faisons sur une situation, qui va nous limiter, qui va donc limiter notre action. On va en prendre quelques exemples. L'idée, je n'ai pas le temps.
Alors, les gens se disent, oh là là, construire un réseau, c'est très chronophage, j'ai déjà beaucoup à faire, j'ai un job très preneur, ou alors je ferai ça plus tard, ou alors bah, je m'en occuperai quand il sera temps, quand je vais envisager mon retour en France. Et évidemment, bien sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps sur la durée, c'est pas forcément du temps tous les jours, hein. Donc, c'est du temps, bah, effectivement, il faut apprendre à le gérer. Et se dire, voilà, si je souhaite rentrer en France d'ici un an et demi, ou dans 3 mois, bon, bah, ce ne sera pas le même investissement, ni la même intensité. Et puis, on a une croyance limitante aussi qui dit, là, ça fait commercial. Alors, dans le réseau, je vais à un petit déjeuner de la chambre de commerce, je vais à un networking, présenter sa carte de visite, ça fait vraiment un peu... ça fait le commercial qui essaie de vendre sa camelote. Oui, vous êtes à Camelot, vous êtes des experts, vous êtes des professionnels, vous êtes des gens qui ont beaucoup de choses intéressantes à raconter. Donc ça, il va falloir que je change, hein. Il va falloir la transformer en j'ai plein de choses passionnantes à dire et donc je vais à une soirée réseau où je vais réseauter sur Internet. Et bien effectivement, je vais rencontrer des gens qui sont intéressés par toute cette expérience, cette richesse que j'apporte. Et puis troisièmement, il y a des personnes, c'est véridique, une chose que j'ai entendue, quelqu'un disait, oh là là, je reçois plein de demandes sur LinkedIn, ça doit être des chercheurs qui cherchent un job. Comme si c'était quelque chose de valorisant. Alors évidemment, les croyances, on ne va pas avoir très loin. Donc ces croyances, je vous invite à prendre le coup une bonne fois pour toutes, hein, et on va voir en fait comment les transformer en opposé, c'est-à-dire des croyances aidantes. Donc si vous avez la croyance que ça prend trop de temps ou que je n'ai pas le temps, on va la transformer, on va se dire, je décide combien de temps je souhaite passer à m'occuper de mon réseau. C'est moi qui décide, c'est moi qui m'organise. Deuxièmement, ça fait commercial, on va le transformer en j'ai quelque chose de passionnant à raconter et forcément là où je vais aller, que ce soit une soirée in real life comme on dit ou sur Internet, eh bien il y a toujours des gens qui seront intéressés par cette expérience et nous allons échanger. Donc finalement, développer un réseau ou être dans une activité de réseau, c'est simplement une continuation de la vie sociale. Hein, okay. Et puis, les gens qui disent c'est pour les chômeurs, ben non, c'est pour les professionnels avisés, intelligents et bien organisés. C'est pour les malins qui se disent je ne m'y prends pas à la dernière minute, j'anticipe, parce qu'à un moment ou un autre, j'aurai soit envie de changer, soit je serai obligé, hein, ou une combinaison des deux, ou bien je m'ennuie et j'aurai envie de regarder ailleurs. Je serais bien content d'avoir dans mon réseau des personnes qui, à ce moment-là, peuvent m'apporter de bons conseils. Okay. Donc, il n'y a que de bonnes raisons de le faire. Okay. Alors, on va donc proposer une croyance aidante, nouvelle, hein, de se dire qu'avoir construire une démarche réseau efficace, c'est aussi évident que préparer ses vacances sur Internet avant d'acheter son voyage. Voilà. Il y a une époque, on allait dans une agence, on achetait ses vacances toutes faites. Aujourd'hui, ça se construit. Ben, un réseau, c'est pareil. Hein. Et donc, effectivement, personne n'aurait l'idée de s'y prendre à la dernière minute. Enfin, en tout cas, au risque de voir quelque chose de plus cher. Ok. Un exemple, mais je vais réfléchir personne. Question, donc, qu'est-ce qu'un réseau? Eh bien, en fait, tout le monde a un réseau. Comment peut-on identifier le réseau que l'on a aujourd'hui? Okay. Alors, je voudrais poser, attendez, je vais essayer de donner la parole à notre co-partie. Catherine, est-ce que tu es avec nous? Oui. Est-ce que ton micro fonctionne? Oui, Catherine. Je me permets de rebondir sur la slide qui apparaît. Qu'est-ce qu'un réseau? Oui. Tout le monde a un réseau. Si je puis me permettre, Robert, c'est en fait on ne se rend pas compte qu'autour de soi, on connaît un certain nombre de personnes qui peuvent nous être utiles, pas forcément directement, ça peut être indirect, et que bien souvent on a beaucoup de réseaux autour de soi, mais on n'y pense pas et on n'ose pas. La première étape, c'est d'abord de parler, communiquer sur sa recherche, sur ce que l'on souhaite faire, pour mettre en connexion, juste pour permettre cette connexion du réseau. Parce que ce qu'on voit sur l'image, sur le slide, c'est vraiment la connexion. Je parle, d'autres personnes vont parler de moi, et peut-être que ces personnes en bout de chaîne ont besoin de moi. Et si je ne parle pas, elles ne le savent pas. D'accord. Alors, je vais avancer un petit peu. Est-ce que tu veux continuer un petit peu à commenter, Catherine, ces différentes catégories, on peut dire, comment ça se construit finalement un réseau? Qu'est-ce que c'est, au fond?
Alors, un réseau, c'est d'abord se poser la question, c'est comment je vais faire, par où je vais commencer. C'est des personnes, mais c'est aussi des entreprises. C'est toutes les personnes, en fait, qu'elles soient physiques ou morales, pour les entreprises et les personnes, avec lesquelles Mhm. j'ai été amenée à avoir des contacts, avec lesquelles j'ai travaillé. C'est peut-être des personnes avec qui j'ai eu un contact parce que c'était un prospect lorsque je travaillais en entreprise. C'est peut-être des clients qui peuvent être amenés à être intéressés par mes compétences. En termes de personnes, eh bien, c'est bien évidemment des amis, la famille, des collègues, des voisins, j'allais même dire des commerçants, qui peuvent être relayeurs d'informations. Et c'est ma vie associative. La vie associative, c'est toutes les associations auxquelles je fais partie, mais ça peut être aussi mes enfants, ça peut être à la sortie d'école, à la sortie d'aumônerie, à la sortie de... Enfin, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et puis, bien évidemment, c'est où est-ce que je veux développer mon réseau en France ou est-ce que je veux qu'il soit international? Et alors, à ce moment-là, c'est d'envisager des connexions plus larges. C'est bien évidemment les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn et autres. Et ce sont les cercles dont je fais partie, ou je pourrais être amenée à faire partie. Donc réfléchir, quels sont les cercles qui pourraient m'être utiles pour justement développer un réseau. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, tu as dit une chose importante, Catherine. Tu disais que on peut parler de ces mariés à notre famille, même évidemment les commerçants. Selon toi, qu'est-ce qui fait que parfois on a un petit peu des freins à avoir cette démarche? Bon, la première chose, c'est qu'on n'y pense pas. Eh oui. On n'a pas d'idée, on se dit bah oui, c'est vrai que je la connais bien, mais en quoi elle pourrait m'aider? Bien sûr qu'elle ne pourrait pas forcément m'aider, mais un commerçant, c'est une personne qui rencontre beaucoup de gens, qui est amené à écouter aussi. Alors, il y a ça, on n'y pense pas. Et puis, il y a deuxièmement, on n'ose pas, on va le déranger. En quoi ça l'intéresse? Il a suffisamment de difficultés peut-être lui-même. Donc, il y a ces deux choses. Ne pas oser pour pas déranger et penser il ne peut pas être relais d'information. Donc là, il y a une idée vraiment importante qui est évoquée, c'est cette idée de relais d'information. Parce que ses amis, ils ont des proches, ils ont un cercle élargi, des amis d'amis, etc. Donc finalement, c'est important d'oser parler de sa démarche, de cette démarche réseau, pour que cette information circule. C'est bien cela? Tout à fait. En sachant que au bout de la course, qu'on ne connaît pas, hein, de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un qui cherche quelqu'un qui est comme moi, qui a mes compétences, qui a mon savoir-faire. Or, comment les faire matcher? Ben, en parlant, Et en donc, effectivement, communiquant, on fait circuler l'information et en faisant finalement, circuler l'information. voilà, c'est ça l'idée importante ici. Alors, si on regarde au niveau des entreprises, on peut avoir des clients, des prospects, etc. Et c'est pareil, finalement, dans ce monde-là, faire circuler de l'information, est-ce que ça nous valorise ou est-ce que ça nous valorise? C'est la question que les gens se posent. Alors, tout dépend comment on fait circuler l'information. C'est ça. C'est pas forcément en étant demandeur, mais en faisant circuler l'information. Je ne demande pas un service, la posture est différente. Je ne suis pas en demande de quelque chose, je fais circuler l'information. Je Et prends souvent, presque le recul par frein, rapport à moi-même, en fait. voilà, c'est ça. C'est une idée vraiment très importante. S'il y a aujourd'hui, ce matin, sur ce webinaire, des personnes qui ont un petit peu des freins en se disant, ah, je me mets dans une posture de demandeur de service, il est important de retourner cette idée-là et de se dire non, j'offre une information intéressante parce que cette personne, du coup, je lui donne quelque chose qu'elle peut faire circuler. Une information, ça a de la valeur. Quelqu'un cherche un architecte réseau, un web designer talentueux qui peut travailler en chinois et en coréen. Ah, eh bien, je suis intéressant, je connais quelqu'un qui.
Et dans la vie courante, après tout, on a toujours autour de nous des gens qui disent, tiens, est-ce que tu connais un bon plombier, un bon électricien? C'est pareil. Mais on y pense plus à titre personnel quand il s'agit d'un plombier que de soi-même. Et voilà, c'est ça toute la différence. Alors, effectivement, il y a un petit ici. Ah, attendez, je vais voir si je peux masquer un petit peu le panneau de configuration. Voilà, je vais passer de l'autre côté. On va le faire un petit peu ensemble, Catherine, si ça te va. L'idée, c'est que Tu veux? nous avons ce qu'on appelle un réseau de niveau 1, bon, les gens qui on accède directement, et puis autour de nous, un peu une sorte de niveau 2, hein, des anciens élèves, des clients, des cercles professionnels. Et finalement, ce que tu disais, Catherine, c'est que l'important, c'est de faire circuler l'information vers le niveau 3, ceux que nous ne connaissons pas encore. Tout à fait. Et ce sont les personnes que j'ai contactées en niveau 1 et en niveau 2 qui vont relayer cette information. Voilà. Et puis, dans chacun de ces réseaux indirects que je cherche finalement à pénétrer, hein, je vais entrer dans ces différents réseaux, il y a ce qu'on appelle les têtes de pont. Par exemple, à OVO, ben, nous avons une personne en Corée du Sud qui a effectivement de très très bons relais. Ben, cette personne-là peut aider des membres du club à se connecter en Corée du Sud, alors que directement, nous n'avons pas ces contacts. Hein. Dans l'autre sens, une association de parents d'élèves qui sait, ben, il y a plein de gens très divers, n'est-ce pas, Catherine? Tout à fait. Et on ne pense pas forcément que les anciens, même qu'une association de parents d'élèves peut permettre en fait d'être relais d'information. Sans parler Voilà. de sa propre association d'anciens élèves de son université, de son école de commerce ou d'ingénieur. Voilà. Alors ici, visuellement, ben, c'est matérialisé avec des petites bulles jaunes et des petites bulles marron. Donc marron, c'est un petit peu les têtes de pont. Et il y a des personnes qui naturellement aiment, qui sont ce qu'on appelle un peu des connecteurs. C'est des gens, ils trouvent plaisir à connecter des personnes les unes avec les autres. Donc, je rencontre Catherine qui va me présenter à Philippe, qui va me présenter à telle autre personne, etc. Bien, en fait, ce sont des gens qui font ça tout naturellement, donc qui souvent ont un réseau très développé. Donc, c'est important de repérer ces personnes précieuses finalement, parce qu'en leur faisant parler cette information hein, que vous cherchez à développer votre réseau, eh bien, vous leur donnez quelque part, vous leur rendez un service, c'est-à-dire que vous leur donnez une matière de plus à échanger. Et ces Alors, personnes-là se trouvent riches, en fait, riches oui, de l'information que vous leur avez donnée. voilà. Alors, Catherine, on avait discuté aussi de ce sujet. On s'était dit ce qui est important, en revanche, c'est d'adopter une démarche ciblée, de ne pas s'éparpiller dans tous les sens, n'est-ce pas? Ne pas s'épuiser, en fait. Où est-ce que je veux cibler? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que j'ai plus de probabilité d'être relayée, en fait, hein. Donc, c'est presque faire une liste, une to-do list de ma démarche. C'est ça. Alors, on va y venir justement. Et c'est important parce que, comme je le disais, c'est une démarche qui est construite dans la durée. Et donc, il vaut mieux être vraiment, comment dire, modeste dans ses objectifs au début. Se dire, bon, l'important, c'est vraiment de ne pas viser des résultats. Alors, donc, on va aborder maintenant une petite demi-heure qui, voilà, parfait, qui nous reste. Donc, la notion de identité numérique sur les réseaux sociaux. Donc, on vous le disait avec Catherine tout à l'heure. Donc, notre partenaire de Harmony de Mobility, hein, la démarche réseau, c'est quelque chose qui se construit aussi bien dans la vie réelle que sur Internet. Okay, donc, la partie numérique, c'est vraiment juste une partie. Avant d'aborder d'ailleurs ce chapitre, je vais revenir un petit peu sur peut-être l'expérience que nous avons eue en Asie et Catherine pourra compléter également. En ce qui me concerne, si vous voulez, tant que j'étais en France, moi, je n'avais pas vraiment à l'esprit cette notion de démarche réseau. C'est vraiment quand je suis arrivé en Asie, d'abord à Singapour, que je me suis aperçu que c'était vraiment utile parce qu'effectivement, quand on est expat, très rapidement, on est invité à telle ou telle réunion, petit déjeuner à la chambre de commerce, il y a les réunions de parents d'élèves pour les uns, enfin, etc. On est invité à des barbecues, etc. On voit des gens, on échange des cartes de visite, et tous ces gens-là ont l'air de faire ça très, très normalement. Au début, on dit, oh là là, c'est impressionnant. Au fond, peut-être que vous pouvez le faire. Hein. Et voilà, on s'y met. Catherine, peut-être en quelques mots, tu veux partager un peu ta découverte de la démarche réseau? Tout à fait. En fait, quand on arrive dans un pays étranger, lointain comme l'Asie, on est inconnu, en fait, on est un peu vierge. Et la première premier des éléments importants, c'est d'avoir une carte de visite où il y a votre adresse, votre numéro de téléphone. Et on est assez décomplexé de parler de soi, d'échanger. Je dirais que c'est un petit peu à l'anglo-saxonne. Et pas seulement en Asie, en Belgique, c'est un peu aussi le même mode de fonctionnement.
On peut s'apporter les uns aux autres. Je pense que quand on est dans l'expatriation, il y a aussi cette situation de personnes nouvelles dans un monde nouveau où les codes sont différents et où il est important pour la survie, entre guillemets, hein, d'échanger et de réseauter. La notion maintenant d'identité numérique, c'est évidemment quelque chose qui est important, hein. Et peut-être qu'il faudrait déjà en donner une petite définition. J'ai trouvé celle-ci chez Olivier Herzside, qui est un professeur, qui avait fait tout un tas d'articles sur le sujet en disant, finalement, l'identité numérique, c'est le reflet de notre présence sur les réseaux sociaux, sous forme de traces que nous laissons consciemment ou inconsciemment, qui apparaît remixé par les moteurs de recherche. Alors, ça veut dire une chose très importante, c'est que finalement, bon, il y a des personnes qui, par exemple, choisissent de ne pas être sur Facebook, hein, et qui se disent, non, 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 moi, j'ai vraiment une vie privée que je défends, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, si nous apparaissons tous d'une manière ou d'une autre, soit parce que nos amis parlent de nous, mettent un tag avec notre nom sur une photo, nous souhaitent un bon anniversaire, etc. Même quand nous faisons des recherches de Google, tout ceci est capturé et remixé. Et en fait, le choix que nous avons, c'est juste d'essayer de contrôler cette image qui se construit, cette identité, ou au contraire de l'abandonner pratiquement au hasard. Alors, concrètement, vous voyez, par exemple, ça peut être des profils, des opinions, des photos, l'anniversaire, notre profession, des compétences qu'on met sur LinkedIn, enfin, etc. Et bien, tout ça construit, j'allais dire, un avatar, ça construit une image, hein, et donc une trace numérique. Et donc, bien, effectivement, la question intéressante, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi prendre le contrôle. Alors, ça a un nom, c'est le personal branding, la marque personnelle. Mais l'idée intéressante, c'est de se dire j'anticipe plutôt que de subir. Okay. Alors, de quoi est-ce que nous parlons ici? Bien, finalement, la marque personnelle, de façon assez simple, on pourrait dire que c'est l'équation entre la réputation perçue par les autres, hein, donc toutes ces traces que nous laissons, mais aussi les choses que les gens se disent sur nous, hein, et puis l'identité voulue. Donc, effectivement, bah, si telle ou telle personne apparaît sur des forums, des groupes de discussion, et à chaque fois apparaît comme la personne qui donne un bon conseil, inscrire ses enfants dans telle école, comment apprendre une langue, ses problèmes de vie, d'immatriculation, à se dire, ah là là, moi, une personne ressource. Bon. Alors que telle autre personne qui est là pour faire la publicité, et proposer ses produits va peut-être apparaître comme quelqu'un qui sert du réseau, mais qui n'est pas vraiment dans l'échange. Vous voyez, c'est intéressant de se dire, voilà, on est un peu à la rencontre de ça. Qu'est-ce que je veux projeter et comment les autres perçoivent. Voilà. C'est la même chose dans la vraie vie d'ailleurs. Hein. Simplement, ici, ça paraît de façon plus vive. Vous avez un petit temps de réflexion de vous-même, au fond, comment vous pouvez être identifié. Hein. Imaginez que des gens parlent de vous d'un petit déjeuner ou une conférence ou une soirée ou un goûter d'anniversaire, peu importe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Et notamment, bien sûr, sous l'angle professionnel. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise telle personne est vraiment super expert sur tel sujet, ou alors, ah, c'est quelqu'un de très généreux qui partage beaucoup d'informations, ou alors, ah, c'est quelqu'un de très organisé et très efficace. Bon. La manière dont nous percevons quelqu'un, n'est-ce pas, tient souvent en quelques mots. Et on va prendre un exemple, c'est le fameux réseau LinkedIn. Si vous regardez la façon dont les personnes vous perçoivent, ça se marque dans les compétences, n'est-ce pas, qu'elles vont cocher. Hein, vous savez que sur un profil LinkedIn, on peut cocher. C'est quelque chose de très, très personnel, très intime. Et vous savez, vos valeurs se manifestent à travers vos comportements. Une fois, quelqu'un qui est généreux, qui va passer un petit peu de temps à répondre à une personne un peu désemparée parce qu'elle vient d'arriver dans le pays, qu'elle envisage de rentrer en France, et bien on se dit, ah, ben cette personne, peut-être elle a comme valeur la générosité ou l'éthique, ou bien cette personne ne diffuse que des informations bienveillantes, on ne va pas faire des commentaires négatifs. Bon, si vous vous comportez comme ce qu'on appelle un troll sur Internet, ça se saura. Donc le comportement, il est vraiment important, et c'est vraiment, vous voyez, quelque chose qui révèle votre personnalité. Donc votre marque personnelle, elle se construit à travers tout ça. Mais aussi vos intérêts. Hein. On croit on se dit, il faudrait peut-être ne dévoiler que ses activités professionnelles, mais pas du tout. Si vous arrivez dans un pays d'Asie, bah, dire que vous faites de la plongée ou telle chose, c'est intéressant pour certaines personnes qui vont vous rencontrer, ou que vous vous intéressez à la calligraphie chinoise, ou que sais-je. Tout ça, ce sont aussi des éléments intéressants. Ou que vous aimeriez travailler pour des ONG, etc. Donc finalement, tous ces éléments, la question intéressante, c'est quels sont vos objectifs, n'est-ce pas? Et encore une fois, je vous invite peut-être à prendre, si vous avez toujours votre petite feuille de papier, voilà, peut-être noter
deux, trois choses que vous aimeriez vraiment finalement par rapport à cette marque. Quel type de visibilité? Pourquoi est-ce que vous aimeriez être connu? Quels sont vos objectifs en un mot? Vous voyez, hein. Et encore une fois, c'est dans le temps, c'est dans la durée. Un objectif, c'est pas forcément juste de trouver un nouveau job, même si c'est toujours très intéressant. Ça peut être aussi, bah tiens, dans quelques années, j'aimerais changer de pays, ou bien bah, j'aimerais rencontrer des personnes intéressantes. Mon exemple, je sais pas, des choses à dire sur la calligraphie chinoise ou sur les plongées sous-marines. C'est ce que vous voulez, hein. Okay. Mais c'est important de se donner des objectifs parce que, comme le disait Catherine tout à l'heure, le risque, c'est de se disperser et donc de s'épuiser. Il est important de se donner, autrement dit, des objectifs peut-être à court, moyen et long terme, hein, dont certains que vous pouvez obtenir quand même assez rapidement. Si vous partez de zéro sur LinkedIn, bah, votre objectif, c'est peut-être d'avoir déjà 50 premiers contacts de qualité, ou d'identifier parmi les personnes qui vous entourent lesquelles sont sur LinkedIn et lesquelles pourraient éventuellement vous recommander. Vous voyez, ça peut être très terre à terre, hein. Alors, je vous donne quelques exemples ici. Vous pouvez avoir des objectifs de participation. Ben, j'aimerais participer à des forums avec des gens intéressants parce que pour moi, c'est valorisant. Là, je suis pour 2 ans à Singapour, puis je ne suis pas obligé de travailler, mais je voudrais quand même profiter pour développer mes contacts. Parfait. Ça peut être aussi un objectif de reconnaissance. J'ai passé des années et des années à développer une expertise sur le cinéma taïwanais. Ben, j'aimerais que ça se sache maintenant. Voilà. Ça peut être un objectif aussi de sécurité. Alors tous ces objectifs, ils peuvent être évidemment en parallèle, hein. Un objectif de sécurité, ça pourrait être de faire attention à ne pas laisser entrer des virus sur mon ordinateur, qu'il ne soit pas utilisé comme cheval de Troie, contrôler tout ça parce que ça me fait un petit peu peur. Ou ça peut être un objectif de crédibilité. Hein, j'aimerais être personne dans le monde du web design, ou comme photographe, ou comme, etc., comme médecin, comme vous voyez tout ça. Et puis, ça peut être un objectif plus général de visibilité. Okay. Alors, stratégie numérique, j'ai créé un petit acronyme. L'idée, c'est que finalement, vous pouvez construire votre stratégie numérique sur 4 piliers. D'accord? Donc, surveiller, construire, protéger, entretenir, ça fait scope, hein, voilà, en rajoutant le O, bien sûr. Voilà, c'est juste un petit truc un peu mnémotechnique, en fait. Okay. Alors, surveiller, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la veille digitale. C'est ce qu'on appelle aussi parfois le benchmarking. Je vais regarder ce que font les autres. Et les bookmarks, hein, vous savez, les petits marque-pages, n'est-ce pas? Parce que déjà, pour pouvoir construire une expertise, c'est important aussi de bien organiser ma veille, tout simplement. Ouais, donc, je vais développer un petit peu tout ça. Alors, construire, ben, construire mon réseau, quels sont mes objectifs, quels sont mes profils, comment je remplis un profil LinkedIn, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais dire. Ce fameux réseau. Et puis, je développe plus pour aujourd'hui, mais il y a 2 aspects importants qui sont bien sûr protéger et entretenir. Alors, juste pour vous donner 3 clés comme ça, et puis on développera lors du prochain webinaire. Protéger, c'est mes propriétés, mon nom de domaine. Donc, eh bien, tout simplement, déjà, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez développé votre nom.com ou .fr? Vous savez que vous pouvez l'acheter, ça ne coûte pas forcément très cher, hein, et c'est important parce que ça permet d'éviter que quelqu'un d'autre le prenne à votre place. Surtout si vous êtes dans une famille où genre se faire connaître, c'est pas le dernier. Ça peut être de vérifier, de regarder un petit peu ce qu'on dit sur vous. Alors, je vais vous montrer, on fera un petit diagnostic tout à l'heure, et défendre, parce que parfois, quand on prend des positions, il y a des gens qui peuvent vous attaquer. En un mot, bah, j'ai une collègue qui fait de la communication de crise, et qui récemment s'est fait attaquer par ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des gens qui apparemment ont du temps à perdre pour venir critiquer les autres sur Internet. Et il y en a beaucoup. Et puis entretenir bon, la notion de contenu, de participation, etc. Déjà, je veux développer mon réseau, je veux augmenter ma visibilité. Or, pour cela, il y a 2 choses qui sont importantes. Vous avez besoin déjà de décider quelle est l'identité que je veux projeter. Hein, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent à propos de mon expertise, mon attitude, mon expérience. Et pour cela, je vais devoir produire des contenus. Alors, le premier contenu, évidemment, c'est votre profil LinkedIn, ou même les quelques mots que vous mettez, aussi bien sur Twitter que sur Facebook. Hein. Puisque ben, déjà, le fait de dire où j'habite, où je suis, dans quel pays, c'est déjà un choix. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, parce que nous avons eu la question il y a 3 semaines avec Catherine, nous étions en atelier, et quelqu'un nous a demandé est-ce que je dois dire sur LinkedIn que je suis rentré en France ou que je suis encore en Asie. Et en fait, c'est une question qui a vraiment un enjeu culturel. C'est-à-dire que les Français,
si vous les rencontrez en proposant des services, ils vont vous dire « Ah oui, ça me paraît très intéressant, rappelez-moi quand vous serez en France. » Vous voyez? Parce qu'effectivement, pour les Français, la distance est un obstacle, la distance géographique. En revanche, très souvent, en fait, pour les Asiatiques, c'est pas un problème. La distance est beaucoup plus sociale ou psychologique. Une fois qu'ils vous connaissent, une fois que vous avez établi le contact, cette notion de distance géographique n'est plus une barrière. Donc très souvent, moi j'ai entendu mes ex-collègues, ex-clients, etc., d'Asie me dire, ah bah tiens, quand tu reviens chez nous, fais-nous un petit signe, ou bah tiens Robert, j'aimerais que tu nous proposes tel ou tel service, ou j'aimerais que tu proposes une émission. Alors, ce réseau, 3 points. D'abord, il faut le construire. Pour ça aussi, il faudra rencontrer des gens, alors dans la vie réelle ou de façon digitale, et puis il faudra l'entretenir, ce réseau. Et puis, il faut qualifier aussi, parce que c'est pas une bonne idée en fait, de commencer par inviter tous azimuts plein de gens. Hein. Rester sur une cible de peut-être 50 personnes, arriver à une centaine au bout d'un trimestre. L'important, c'est d'avoir déjà des relations de qualité. Et puis, donc, vous allez les contacter, les inviter, bien sûr. Okay, et donc des mails personnalisés, etc. Alors, si vous participez à nos ateliers, on ira un petit peu plus loin sur ça, comment faire, quel type de message rédiger. Là, évidemment, au webinaire, je ne peux pas aller aussi loin dans le détail. OK. Et puis, tout ce qu'il faut tenir, c'est 3 points en termes d'attitude, la régularité, la générosité, la patience. La régularité, parce qu'une personne qui tout d'un coup, vous voyez, se déchaîne avec une activité très très intense, sur les réseaux sociaux pendant une semaine, puis plus rien, puis de nouveau, etc., ça paraîtrait un peu bizarre. Il vaut mieux poster une chose par semaine, mais toutes les semaines pendant 6 mois, que 3 fois, puis rien, etc. Alors la générosité, c'est partager, évidemment ce que vous savez, c'est donner aussi de la visibilité aux autres personnes de votre réseau, c'est prendre le temps de lire ce qu'ils écrivent et de faire un commentaire. Et encore une fois, vous voyez, il vaut mieux être présent de manière pertinente, lire une chose, mais prendre le temps de lire un article, et puis ensuite le rediffuser en mettant un petit commentaire. Ça ne sert à rien, par exemple, de rediffuser 50 par jour. Ensuite, eh bien, pour aller un petit peu plus loin, je reviens sur la question d'identité. On a parlé de positionnement. Ce positionnement se traduit par des mots-clés. En quoi êtes-vous expert? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous êtes spécialiste, je ne sais pas trop quoi, moi, du développement industriel? Est-ce que vous êtes coach, médecin, photographe? L'identité, bien sûr, se construit aussi avec le visuel, la qualité d'une photo qu'on va mettre, et s'abstenir de mettre certaines photos peu valorisantes. Et puis les valeurs, les intérêts, tout ça, ça va aussi, j'aime bien employer cette expression, ça va arrondir votre identité. Vous voyez? Autant le positionnement, les mots-clés, c'est bien carré, mais les intérêts, ça va vous rendre sympathique. On peut avoir 10 experts en, je ne sais pas trop quoi, moi, transplantation cardiaque, mais une va plus inspirer confiance. 10 excellents photographes, mais il y en a un qui, en plus, va transmettre une certaine empathie, quelqu'un avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie d'avancer. Voilà. Alors, au niveau du contenu, il faut qu'il soit pertinent, soit impertinent. Alors, pertinent, c'est-à-dire par rapport au sujet traité. Si je suis architecte, je vais publier des choses sur l'architecture, pas sur la médecine. Bon. Et impertinent au sens plutôt d'originalité, c'est-à-dire apporter un point de vue. Il faut avoir un parti pris sur quelque chose. Je m'intéresse à l'architecture, et je ne sais pas, est-ce que je m'intéresse aux nouvelles architectures respectueuses de l'environnement? Est-ce que je m'intéresse autour, aux maisons individuelles, plutôt le côté déco? Hein, tous les architectes n'ont pas la même approche de leur métier. Alors après, si je suis sur Twitter, le contenu, ça peut être des choses que je vais retweeter. Mais encore une fois, je le disais, il vaut mieux peut-être se limiter à 3 rediffusions par jour, mais des choses qui ont vraiment du sens pour vous. Alors si vous avez encore peu de temps, c'est peut-être juste un commentaire en disant « oui, c'est intéressant, j'aimerais y revenir », etc. Et puis je vous ai mis en bas SlideShare, c'est un site qui s'appelle SlideShare, où vous pouvez trouver des quantités de présentations avec des choses qui vont peut-être aussi alimenter votre propre réflexion. Voilà. Et puis, en termes de visibilité, ça se construit sur vos profils, mais aussi votre présence sur les hubs, sur les groupes de discussion, les forums, etc. C'est des liens que vous pouvez poster vers, par exemple, votre blog, si vous en avez un, ou des choses que vous avez mis à différents endroits. Vous pouvez, par exemple, poster quelque chose sur un blog, poster des liens sur une page Facebook, sur un profil, sur un site professionnel, rebondir dessus. Voilà. Donc, ça peut paraître un petit peu fouillis, ou en tout cas foisonnant, je dirais plutôt, pas fouillis, mais foisonnant. Vous vous dites, oh là là, il y a tout ça à voir. Mais encore une fois, je le disais, il ne faut pas s'en faire toute une montagne. Okay,
4 mots peut-être à retenir. Donc, c'est la notion de crédibilité. Hein. Donc, votre réseau va vous regarder comme expert ou crédible sur un ou deux domaines. Il ne faut pas chercher à être sur 1 million de choses. Quand je me présente sur LinkedIn, je me présente comme expert et coach en gestion de projet avec une dimension interculturelle. Et les gens, ils vont retenir gestion de projet, ils vont retenir interculturel, c'est très bien. Hein. Je peux effectivement animer des formations, des ateliers, du coaching sur quantité d'autres choses, mais je préfère m'en tenir à cela, que les gens retiennent 2-3 mots-clés. D'accord ? Alors, la fréquence, évidemment, pas trop, juste ce qu'il faut. Peut-être se manifester 1 fois ou 2 par semaine, c'est sans doute très bien. La attitude, ça je l'ai déjà évoqué, n'est-ce pas? Et puis la cohérence, que tout cela constitue finalement une image cohérente. Et ça, le meilleur moyen de le savoir, c'est de demander aux gens autour de vous. Okay. Séverine nous dit, sur certains marchés comme les Philippines, Facebook est utilisé à titre professionnel plus que LinkedIn par les locaux. Oui, Séverine, effectivement, j'avais remarqué quand j'habitais là-bas. Et donc, effectivement, alors déjà, parce que dans certains pays d'Asie comme les Philippines, la frontière entre vie personnelle et vie publique, c'est pas tout à fait comme en France. Hein. C'est peut-être un peu plus poreux. Et de la même façon, ils utilisent aussi beaucoup Facebook pour partager, je dirais, pour se mettre aussi en valeur. C'est vraiment une vitrine. Mais voilà, ils l'utilisent beaucoup de façon professionnelle. Alors certains un peu plus sophistiqués, ils vont constituer différents groupes, poster différentes choses à différents groupes, etc. Voilà, quand on avancera lors du prochain webinaire, on ira un petit peu plus loin sur ces différents points. Je vais juste développer, mais vraiment rapidement, la partie surveillée, veille digitale, benchmarking, comment faire cela. Hein. L'idée déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit de moi, n'est-ce pas? Donc se poser des questions, donc de regarder sur Google et sur différents réseaux où vous êtes. Juste faire le petit test, le fameux petit test Google. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Donc, qu'est-ce que ça révèle? Si je vais sur Google, je tape mon nom. Ce qu'on appelle aussi l'ego surf, hein, voilà, et de voir un petit peu ce qui ressort quand vous faites ce diagnostic. Okay. Alors, par exemple, est-ce que vous avez des références professionnelles pertinentes qui ressortent, hein? Est-ce que vous êtes identifié dans votre secteur de référence? Donc, si vous êtes architecte et que vous ressortez dans des hubs sur le théâtre, c'est un peu ennuyeux. Si vous êtes ingénieur et que vous sortez comme traducteur, bon, il va falloir recadrer un petit peu tout ça, d'accord? Est-ce que vos contenus, vos articles, vos événements les plus récents ressortent bien en premier? Est-ce que vos informations, autrement dit, ont été publiées sur des sites bien référencés ou pas? Donc si vous avez une super info, mais sur un site mal référencé, c'est dommage, elle sortira en page 3 ou 4 de, Facebook, de Google. Ça, c'est pas bon, donc il faut la faire remonter, d'accord? Donc plutôt que de publier beaucoup de contenu, essayez plutôt de bien valoriser ce que vous avez fait. Et par exemple, n'hésitez pas à demander à des amis ou à des proches de les relayer. Hein. Moi, je n'hésite pas, j'ai une dizaine de personnes qui sont des proches, échange de bons services, je leur demande, tiens, là, je viens de passer un week-end entier à écrire un article sur tel sujet, est-ce que tu veux bien le relayer? Ou j'ai fait une présentation PowerPoint que j'ai mise sur SlideShare. Bon, je demande aux gens s'ils veulent bien, et puis à charge de revanche, bien sûr. Okay. Alors vérifiez aussi qu'il n'y a pas de référence parasite. Hein, si vous appelez Dominique Martin, il y a des chances qu'il en ait d'autres. Donc là, il va falloir compléter un petit peu votre profil. Ah oui, Dominique Martin, l'architecte, le web designer, etc. D'accord ? Etc. Alors, ce qui est aussi une variété de sources, hein, plus les sources sont visibles, plus ça indique qu'il y a une forte visibilité sur vous. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup ou peu de témoignages de tiers, hein? Est-ce qu'il y a des recommandations? Donc, encore une fois, n'hésitez pas à demander des recommandations écrites sur LinkedIn. Et puis, est-ce que vous participez à des forums, des groupes, des hubs, des commentaires, enfin, etc. Tout ça, peu à peu, va construire quelque chose. Alors, surveiller et organiser sa veille, ça nécessiterait en soi tout un atelier. Évidemment, on ne va pas y passer tout ce temps-là. Mais en quelques mots, retenez l'idée, il y a plein d'articles. Hein. Vous pouvez regarder sur Google comment organiser sa veille, justement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce qu'on appelle des agrégateurs de contenu que vous pouvez utiliser. Hein. Alors, il y en a un que j'aime bien, je vais souligner ici, Scoopit. Vous avez Fifi, vous avez plusieurs, il y a Pocket plutôt pour les articles, etc. L'idée, c'est que vous voyez toutes ces informations qui sont sur Google, Facebook. Alors, vous voyez cette petite marque ici, hein, j'ai fait un zoom, ce qu'on appelle les flux RSS, c'est-à-dire des blogs, des articles qui sont indexés que vous pouvez récupérer. Mais tout ça, vous pouvez le récupérer pour le diriger vers une page. Il y a aussi sur Twitter, TweetDeck, des choses comme ça. Bon. Et là, l'idée, c'est que vous commencez par structurer votre veille. Si vous voulez apparaître comme un expert sur un sujet, encore faut-il, bien sûr, tenir à jour vos connaissances.
Okay, donc, sélectionnez les outils appropriés, hein, identifiez et hiérarchisez vos sources. L'idée, c'est pas d'avoir 4 ou 5 sources redondantes. Si vous voyez que, tiens, il y a 2 blogs vraiment intéressants sur le business en Thaïlande, ben voilà, je suis ces deux-là, puis les autres, c'est redondant, je les enlève au bout d'un certain temps. Donc, rafraîchissez régulièrement. Hein. Troisième idée, c'est vraiment important, c'est poser une limite de temps. Ne vous laissez pas happer par le flux. Hein, le risque avec la veille, c'est évidemment qu'on pourrait y passer 1 heure tous les matins, mais vous n'avez pas 1 heure à y consacrer. Donc si vous vous dites, ok, c'est 10 minutes, hein, ou 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ben, c'est déjà pas mal. Et donc optimiser, nettoyer, trier, éliminer les sites qui ne vous apportent rien, garder ceux qui sont vraiment intéressants. Hein. Sinon, effectivement, ben, vous pourriez vous fatiguer, donc avoir du mal à poursuivre cette démarche. Okay. Alors, je vous ai mis ici quelques petits, comment dire, quelques conseils supplémentaires. Je précise que donc notre, comment dire, cette séance est enregistrée, donc vous pouvez, bien sûr, vous pourrez, comment dire, la récupérer. Nous vous enverrons le lien pour tous les abonnés et les membres de Asianoveo. Hein. Donc, ben, on peut déjà exclure un mot d'une recherche, vous voyez. Rechercher aussi une expression exacte, hein, en l'entourant de guillemets, accélérer Firefox, quelque chose comme ça. Rechercher un mot dans les pages d'un site, imaginez que vous arrivez sur un site, il y a quantité de pages, ou toutes les pages, etc. Donc regardez un petit peu, vous voyez, il y a, alors ça c'est, vous voyez, là je vous mets 3 ou 4 slides. L'idée c'est vraiment optimiser sa recherche pour gagner du temps et vraiment développer votre expertise. Okay. Alors, quelques mots sur l'idée de comment construire ce réseau. J'ai évoqué l'idée d'avoir un objectif, travailler sur ses profils, cibler, qualifier, connecter son réseau. Voilà. Tout ça, on pourra le développer un petit peu plus en atelier pour ceux qui sont à Paris, qui viennent à nos soirées, dont la prochaine le 27. Et pour les autres, on le redéveloppera un petit peu plus lors du prochain webinaire. Identifier d'autres experts, de la reconnaissance, rester en contact pour le plaisir. Toutes ces motivations sont toutes aussi valables. Par contre, peut-être qu'on ne peut pas faire 3000 choses à la fois. Et puis, deuxième grande question importante, c'est à quelle échéance attendez-vous des résultats? 3 mois, 6 mois, 1 an? Quand vous cherchez un réseau assez éloigné du vôtre, il faut se dire peut-être que ça prend 6, 8 mois. Hein. Ça peut être aussi long que ça. D'où l'intérêt de commencer tout de suite, bien sûr. Alors, sur les profils, je ne vais pas trop le développer parce que c'est quelque chose que nous ferons en format, plutôt en format atelier. Okay. Mais juste une petite chose importante, c'est vraiment penser déjà à une bonne photo. Hein. C'est tout simple, ça fait vraiment une grosse différence. Okay. Alors, autre point, c'est penser aux mots-clés hein, et vérifier en googlisant, est-ce que vous avez bien mis sur votre profil les mots-clés pour lesquels vous souhaitez qu'on vous identifie. Hein. Soyez cohérent, bien sûr. Voilà. Alors, cette question-là, où suis-je en France, en Asie, ça j'ai déjà évoqué. Autre question, quand est-ce que c'est assez bien? Ben, la réponse, c'est jamais. C'est jamais assez bien, donc c'est pas grave, lancez-vous dès maintenant et améliorez au fil du temps. Hein. Je vois que ça fait rire. Mais oui, Catherine, tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Et puis surtout, soyez persévérant et patient. Voilà. Ne pas se décourager, en fait. Mm. C'est une construction, donc ça prend du temps. Elle ne prend pas forcément tout de suite. Et tout ce qu'on a semé un jour donne quelque chose. Oui. Voilà, c'est comme la pelouse. Quand vous semez de la pelouse, ça prend du temps, mais il arrive un moment où après avoir arrosé, un peu de pluie, du soleil, eh bien, il s'est passé quelque chose et vous avez une pelouse. Mais entre-temps, Voilà. s'il y a des moments arides, c'est vrai. Donc, il faut savoir être patient, persévérant et construire. Construire petit à petit. Voilà, une petite pierre à la fois et ça finit par faire un mur. Et le mur, un jour, finit par faire une cathédrale. Donc, voilà, pas besoin d'attendre d'avoir un profil parfait. Vous posez quelques petits trucs propres, hein, déjà qui ont du sens. Et vous pouvez toujours compléter, rajouter, etc. Mais voilà, ça démarre. C'est déjà bien. Hein. Alors, bon, sur les recommandations, comment les demander? Je ne vais pas trop développer ça, vous pourrez le lire de toute façon. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, même sur LinkedIn d'ailleurs, qui publie des how-to. Et je vais écrire tout un article que je vous mettrai sur notre groupe aussi prochainement. Ah, pardon, sur le site web de Asianoveo. On va s'acheminer vers la conclusion alors. Hein. Donc, attendez, je vais mettre ça. Donc voilà. Là, déjà, vous voyez, en 1 heure et demie, on a vraiment juste commencé, j'ai envie de dire, à balayer ce vaste sujet, mais j'espère que ça vous a donné quand même un certain nombre de clés. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et j'espère vous retrouver très prochainement sur, j'allais dire, un canal ou sur un autre. Voilà, très très bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.